Du haut de la tribune des Nations Unies, Félix Tshisekedi a dénoncé la énième agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. Il estime que les conséquences qui s'imposent sur le plan de droit, de la paix et de la sécurité internationale doivent être prises en toute responsabilité par le Conseil de sécurité. Un invité dans ce journal, Ferdinand Kambere. Monte la série des arrestations continue après l'incendie de 3 villages. 7 présumés fauteurs de troubles arrêtés par les éléments des FARDC ce matin dans les villages environnants sont dans l'attente d'être ramenés à Kinshasa. Vladimir Poutine a signé ce mercredi un décret de mobilisation partielle des réservistes pour son opération militaire spéciale en Ukraine. Le président russe parle de jeunes en âge de combattre, ouvrant la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine. Très heureuse de vous informer, bienvenue dans ce journal. Félix Tshisekedi a été intraitable sur l'intégrité de son pays lors de son discours à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Le président de la République a clairement désigné l'agresseur rwandais et a mis la communauté internationale devant ses responsabilités. C'était de l'avis de plusieurs observateurs des mots adéquats à la gravité de la situation. Du haut de la tribune des Nations Unies, les dirigeants du monde ont eu affaire à un Félix Tshisekedi des grands jours. Le ton et les visages fermes, déterminés, le président de la République a tonné avec élégance au sujet des différentes positions prises ou pas par la communauté internationale depuis les débuts de la énième agression subie par la RDC. Sans les gants, devant les caméras du monde entier, le chef de l'État congolais a désigné l'agresseur. C'est le cas actuellement du Rwanda, qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes. À ce niveau, insiste Félix Tshisekedi, il ne s'agit plus des suppositions ou des accusations gratuites, car un rapport de l'Organisation des Nations Unies, même si son secrétaire général n'a pas voulu le dire clairement, a délivré des indices clairs et des éléments probants de l'implication du voisin rwandais dans ce coup de couteau dans le dos, malgré toute la bonne volonté autrefois affichée de Kinshasa. Cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Le président de la République a également justifié, sans tolérer, la récente colère de la population à l'endroit des éléments de la mission onusienne au Congo. Depuis plus de 3 mois aujourd'hui, la cité de Bunagana, en RDC, est occupée de manière insolente par les rebelles du M23. Une pilule difficile à avaler par la population. Seulement, contrairement à son prédécesseur Joseph Kabila, qui avait carrément demandé les départs de la MONUSCO du haut de la tribune des Nations Unies, Félix Tshisekedi croit encore en la capacité de cette mission de bouger les lignes, mais a également évoqué le plan de désengagement déjà conclu avec le gouvernement. Est-ce que ce discours pourra changer la situation, même s'il est applaudi dans l'opinion nationale? Les mots de Félix Tshisekedi demeurent pour le moment qu'une dénonciation comme cela a déjà été le cas précédemment. Que faudra-t-il faire ensuite pour espérer une situation, l'amélioration d'une situation? Dans le dessous de carte de ce mercredi, Jean-Marie Kassamba a donné quelques pistes de solutions. Conséquent avec soi-même, ça c'est la phase émergée, visible. Le vrai travail à faire, c'est sur 2 plans. Le premier plan, il est le plan politique, en interne. Au retour des Nations Unies, Félix Tshisekedi consulte Nakuzu, comme on dit chez nous. Il appelle Joseph Kabila, il appelle Fayoulou, il appelle Katumbi, il appelle Nakuzu. Il dit, si on ne fait rien, notre pays va partir. Bunagana est occupé, mais c'est rien Bunagana par rapport à la dynamique qui est mise en place, parce que
Il suffit que nous, qu'on attaque à peine le Rwanda, vous allez entendre des condamnations du monde entier. Il va user ce qu'on appelle le droit de poursuite et de sauvegarde. Ils vont lui donner toutes les armes, comme ils sont en train de donner en ce moment à l'Ukraine. Non, le Rwanda, dans sa légitimité de se protéger, veut une zone tampon. Cette zone tampon, ça va aller jusqu'à ce que Goma soit dans cette zone tampon. Et à l'heure de l'inquiétude sur l'intégrité territoriale, nous recevons également le point de vue de l'opposition, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, et l'invité de ce journal. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, ce discours vous a convaincu? Bon, en tout cas, je crois que pour l'opinion, c'est un discours attendu, que le Rwanda soit désigné dans ces termes-là, et que la Libye du Rwanda soit balayée du revers de la main, parce que le Congo ne payera pas tout le temps de cette prétendue présence des FDLR que soutiendraient quelques officiers. Donc ça a été balayé du revers de la main. Simplement, comme opposition, on s'est dit que les discours ne suffisent pas. Et surtout au regard du comportement de son gouvernement. Parce qu'entre-temps, il tient ces discours-là, sous la tribune des Nations Unies, mais le comportement de son gouvernement, et lui-même, dans son propre discours, vers la conclusion, il va vers des solutions par une force de la région, de l'East African Community, alors que tout le monde l'attend plutôt à guérir sa propre armée, les FARDC. Il ne va pas là-bas, il va plutôt vers une solution que nous considérons mauvaise, une solution que la population considère mauvaise, parce que d'abord, il n'a pas pointé l'Ouganda, parce que nous savons que le parrain du Rwanda, c'est d'abord l'Ouganda, qui est chez nous par la volonté toujours de ces gouvernements. Et en plus donc du Rwanda et de l'Ouganda, on rajoute Burundi et on ajoute tous les autres qui ont des intérêts économiques sur cette partie de la République. Alors, donc, le mauvais casting nous amène à croire que lui-même ne croit pas à son propre discours, dans les comportements, dans son agir. Aujourd'hui, que pensez-vous réellement de la gestion de cette crise sécuritaire par Félix Tshisekedi au regard du monde entier? Oui, la gestion. Vous avez vu comment le secrétaire général Antonio Guterres, comment il s'est moqué de nous pratiquement. Parce qu'une force que nous considérons comme terroriste, lui qualifie comme étant une armée moderne. Mais quand on lui demande une petite question de là où il tire les armes, au lieu de pointer le Rwanda comme certains rapports de certains experts des Nations Unies, il dit non, certainement que ça vient quelque part, ça ne vient pas de bois. Ça, c'est se moquer de nous parce qu'on attend du gouvernement plus de responsabilités, plus d'engagement pour aguerrir son armée, pour préparer son armée à la guerre. Les Congolais vers la guerre finalement. Les Congolais doivent rassurer nos frontières par préparer une armée et une armée puissante. L'impression que nous avons, c'est que en même temps qu'on tient un tel discours, mais dans le fond, on ne voit pas l'engagement de quelqu'un qui croit à cette armée. Regardez par exemple, rien que les images de New York où il tient ce discours, mais les premières dames entre les deux pays, les postes qui nous exposent, qui nous montrent, ne montrent pas un Poutine à face, par exemple, du président de l'Ukraine. On est en guerre, madame, et ça fait plus de 20 ans que des alibis qui sont donnés et peut-être parfois soutenus par la communauté internationale ne tiennent pas. Aujourd'hui, par exemple, vous serez prêt à soutenir Félix Tshisekedi dans ce combat, vu qu'il s'agit de la sécurité, de l'intégrité de la République? Et si ce n'est pas un combat d'individus, c'est un combat de la République, madame. On a toujours soutenu les FARDC et on a toujours demandé à ce qu'on soutienne, on a toujours demandé qu'en ses responsabilités, je crois en vertu de l'article 63, qui mobilise toute la population derrière les FARDC. Mais quand il fait un casting où on nous ramène l'Ouganda, on nous ramène le Rwanda,
l'Ouganda qui ne peut pas être capable de maîtriser les EDF. Vous savez que depuis que l'Ouganda est là, ça fera aussi une année sans qu'il y ait un seul EDF qui soit maîtrisé. La zone des FDLR ne fait que contrôle les FDLR, en tout cas ne fait que s'agrandir et les villages se dépeuplent. Entre-temps, on vous dit que même là, parce qu'on est en train de voir les M23, mais en réalité, il y a les EDF qui continuent aussi à contrôler plus de terrain au détriment des populations de l'Ituri, des populations de Beni. Donc c'est cela que nous déplorons. Plus d'engagement en ce gouvernement qui peut être contre des solutions lorsqu'elles sont données de manière durable. Qui peut? Ferdinand Cambéré, merci. Merci aussi. La situation sécuritaire à Kwamouth, dans le Maïndomé, continue de causer des victimes. Encore 3 villages incendiés et 7 présumés fauteurs de troubles arrêtés par des éléments des FARDC ce matin dans des villages environnants et ramenés à Kwamouth où ils attendent d'être renvoyés à Kinshasa comme les 10 précédents. Images et commentaires de Benjamin Moudiata. De massifs déplacements vers Kwango, des villages qui continuent d'être incendiés, des tueries et massacres, la paix vaut de l'or à Kwamouth. Sur terrain, les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à mettre la main sur 7 nouveaux présumés assaillants dans les 3 villages brûlés non loin de Kwamouth. Après arrestation de ces présumés ennemis de la paix et confiscation de leurs fusils et armes blanches, ils n'attendent qu'à être renvoyés à Kinshasa comme les 10 précédents qui ont atterri hier à bord de 2 avions militaires détenus présentement dans la prison de Ndolo. De l'autre côté, la question humanitaire dans cette crise s'accentue. Les déplacés de Kwamouth vers Kwango sont passés de 4 000 à 11 000, annoncent les autorités provinciales. Les 10 déplacés manquent de tout et appellent à la rescousse. Un cas de noyade a été répertorié mardi sur la rivière Lutoy au territoire d'Inongo dans le Maïndombe de suite d'un mauvais temps accompagné d'un vent violent. Bilan, 4 femmes pygmées décédées et 6 rescapés dont 2 hommes et 4 femmes. Le député provincial élu du coin, Gaspard Epoka Wampeti dit Fiston Bokona, est allé à la rescousse des victimes et a pris en charge toutes les dépenses liées à l'inhumation des victimes. Selon les témoignages recueillis, 10 femmes vivant au village Mbangé s'étaient rendues à la pêche au village Bossoa-Niomé et au retour en début d'après-midi, celles-ci ont rencontré un mauvais temps et aussitôt la pirogue a chaviré. 4 femmes pygmées sous les 10 embarquées ont péri dans ce naufrage sous les eaux de la rivière Lutoy au village Belombo, secteur Bolia, groupement d'Enkile, territoire d'Inongo, en la province de Maïndombe. Aussitôt alertés, les députés provinciaux Gaspard Epoka et le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de Maïndombe sont descendus pour assister les rescapés, où l'autorité provinciale a pris en charge toutes les dépenses liées aux obsèques. La maman est allée au Kilia, il y a la calme, Njambe untu kila ki ukili a akoso. Le malo qui le matanga, ndo ngalin kume ya la kawantu. Ici de préciser que jusque-là, les corps des victimes restent sous l'eau et, dans l'entretemps, les recherches se poursuivent pour repêcher ces corps sous la surveillance des éléments de la police nationale congolaise venus du village Bessako. Hier, 5 camions-citernes de carburant ont été incendiés sur la route Komanda-Mambasa par les ADF. Entre-temps, l'état de la route est quasiment déplorable. Cet incident intervient pour la énième fois dans cette partie de la province de l'Ituri sous état de siège. Alors que l'état de la route est quasiment déplorable, 5 camions-citernes de carburant ont été incendiés sur la route Komanda Mambasa par les ADF. Cet incident intervient pour la énième fois dans cette partie de la province de l'Ituri sous état de siège ce mardi 20 septembre. Les rebelles des forces démocratiques alliées ADF ont de nouveau mené une attaque ce même mardi au village Kundala en territoire de Mambasa. Les véhicules transporteurs du carburant provenaient donc de Bunia pour Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Le village
villages attaqués et tant d'autres sont déserts depuis plusieurs semaines. À en croire plusieurs sources, les habitants se sont réfugiés à Komanda, Mambasa et dans d'autres entités du coin. Par ailleurs, plusieurs véhicules sur l'axe Komanda, Nyanya, Bunia, Mongwalu, Ngote, Aru restent bloqués suite à son état de délabrement avancé. Les usagers se disent exposés à des nombreux groupes armés fictifs dans la région, particulièrement à Irumu, Mambasa, Djougou et Mahagi, alors que les conducteurs des véhicules et les usagers lancent un cri d'alarme à l'autorité compétente de la région pour réhabiliter d'urgence ces axes routiers en vue de préserver des vies humaines dans cette contrée sous état de siège. Certains véhicules avec des passagers sont stationnés sur des tronçons pendant cette période pluvieuse. Et dans la province du Kasaï central, le commissaire provincial de la police a procédé au lancement de l'opération dénommée Usalama 8, opération qui vise la lutte contre le banditisme urbain dans la ville de Kananga et la lutte contre le trafic des enfants. Suivez. Le trafic des enfants en République démocratique du Congo est un phénomène qui a pris de l'ampleur dans certaines villes du pays depuis un temps et aujourd'hui c'est dans la ville de Kananga où l'on déplore cette pratique dégradante à l'endroit de ces derniers selon la radio Okapi. Pour éradiquer ce phénomène qui s'ajoute au banditisme urbain dans cette ville du Kasaï central, le colonel Aimé Claudois Solongwa a appelé la population à soutenir l'opération Usalama 8. Cette démarche vise la protection des enfants et lutte contre le banditisme urbain afin de diminuer sensiblement différents crimes transfrontaliers pour la sécurité de tous. Lancé depuis lundi 19 septembre dans la ville de Kananga, le commissaire provincial de la police a signalé que les unités de la police ont été mobilisées pour démanteler des réseaux criminels habitués à ces pratiques et donc la population du Kasaï central a été sensibilisée pour collaborer avec la police en dénonçant les cas suspects. Devenu un fléau qui guette toutes les familles, le vol et trafic des enfants a été décrié à Kananga, d'où la vigilance des parents est nécessaire, a évoqué le commissaire provincial de la police du Kasaï central. Et pour finir, les unités de la police ont été préparées afin de combattre ce phénomène. Et à l'Équateur, Boloko Bolumbu, le gouverneur, a pris la résolution de refaire les routes délabrées du centre-ville de Mbandaka, raison de la descente sur les avenues Maternité et Vangu. Le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu s'active encore davantage dans la réhabilitation de voiries urbaines de Mbandaka. Depuis un beau temps, le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu s'investit corps et âme pour rendre fluide la circulation dans la ville de Mbandaka à la satisfaction de la population qui a longtemps souffert du délabrement très avancé des infrastructures routières. À ce sujet, l'autorité provinciale a inspecté ce lundi 19 septembre 2022 les travaux de réhabilitation des avenues Maternité et Vangu au centre-ville dans les soucis de se faire une idée du niveau d'exécution des travaux. Il faut noter que le numéro 1 de la province de l'Équateur considère la mauvais état de route comme le premier adversaire de son pouvoir et qu'il faut en découdre avec. On quitte l'RDC pour la Tunisie où le chef de l'opposition tunisienne Rached Ghannouchi a de nouveau comparu devant l'unité antiterroriste à Tunis ce mardi. Eh bien, il serait impliqué dans l'envoi des militaires djihadistes en Syrie et en Irak. Le leader du parti d'opposition tunisien d'inspiration islamiste Ennahda a comparu mardi devant l'unité antiterroriste de la capitale. Rachid Ghannouchi est accusé d'avoir utilisé des djihadistes pour des opérations en Syrie et en Irak. Le parti islamiste Ennahda nie catégoriquement les accusations portées contre son chef et l'ancien premier ministre tunisien Ali Larayed, qui s'est fait lui aussi interroger le lundi. Les accusations contre M. Ghannouchi ont refait surface après le resserrement de son emprise du système judiciaire du président Kais Saïd suite à la suspension du Parlement dominé par le parti islamiste Ennahda en 2021. Ennahda a dénoncé dans un communiqué l'interrogatoire comme une violation flagrante de droits de l'homme. L'enquête contre Ghannouchi et Larayed avait pour but de détourner l'attention du public des questions économiques et sociales de la dégradation des conditions dans le pays, a déclaré le parti dans son communiqué. Les détracteurs du parti et certains hommes politiques accusent Ennahda d'avoir facilité le départ des militants vers des zones de guerre. Rappelons qu'en juillet, la même unité antiterroriste a interrogé Ghannouchi dans le cadre d'une enquête sur des allégations de corruption et de blanchiment d'argent liées à des transferts de l'étranger vers l'organisation caritative Naman Tunisia, affiliée à Ennahda.
Soutenues par l'OTAN, les forces ukrainiennes mènent une vaste contre-offensive sur la Russie depuis plusieurs semaines déjà. Le président Vladimir Poutine s'est exprimé dans une allocution télévisée ce mercredi, d'où il a annoncé une mobilisation militaire partielle d'à peu près 300 000 personnes en âge de combattre pour protéger son pays. C'est un nouveau tournant dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, soutenue par l'Occident. Dans une adresse télévisée, Vladimir Poutine a fait appel à 300 000 réservistes pour protéger la Russie à tout prix. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России. Уважаемые друзья, сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. L'Ukraine, soutenue par l'OTAN avec les États-Unis en première position, a mené une grave offensive ces derniers jours contre la Russie. En réaction à cette décision de Moscou, les alliés ukrainiens évoquent un aveu d'échec. Seulement, Poutine ne faiblit pas et brandit la menace de son armement, notamment nucléaire, un des plus puissants au monde. Напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. Son opposant, Navalny, a réagi également de son côté. Il craint que cette décision conduise à une tragédie avec beaucoup de morts. On revient au pays pour parler sport. Les portes de la 39e édition de la Coupe du Congo de basketball se sont refermées hier à Likasi. Chez les dames, la Caisse nationale de sécurité sociale a conservé son titre après avoir largement battu en finale Makomeno 72-29, alors que chez les messieurs, V-Club s'est adjugé le titre après avoir terrifié Terreur en finale 72-60. Ils se sont battus bec et ongle pour gagner ce premier sacre. Les Dauphins noirs se sont débarrassés du basketball club Terreur hier en finale, un match qui a tenu toutes ses promesses. Les Luchois entament la partie avec la grinta pour enterrer la terreur et c'est Bamsi Lunga qui va donner les temps avec 4 paniers de 3 points, permettant ainsi avec club de remporter le premier quart-temps 14-11. Les protégés du coach Pierrot Ilunga vont vite se ressaisir pour revenir dans le match sans succès puisqu'avec club ne somnole pas. Les deux formations iront en pause avec un score très serré de 33-32. Le frisson sera au rendez-vous jusqu'au 3e quart-temps, 43-43, avant qu'avec club ne se détache au dernier quart-temps pour remporter le match, 32-60, et c'est grâce à l'expertise des Rolly Fula, Jonathan Banza et Jackson Kapongo. Chez les dames, la Caisse nationale de sécurité sociale a conservé son trophée sans transpirer face à Makomeno. Dans un match à sens unique, les Quinoises ont renvoyé aux études les Luchoises en leur infligeant un score très salé de 72-29. Les vainqueurs de la Coupe du Congo chez les messieurs et les dames vont représenter le pays aux prochaines compétitions continentales. De la balle au panier, on va parler sport roi football. Le démarrage du championnat national reste hypothétique. Hier, les dirigeants des clubs ont rencontré la commission de gestion de la Ligue nationale de football pour en savoir un peu plus, mais aucune précision sur la date n'a été donnée. Suivez à ce sujet Lambert Osango, président de l'association des dirigeants de football du Congo, ADEFCO, au sortir de cette réunion. Qu'il faudrait retenir que nous avions parlé avec la Linafoot, qui n'attend que la fédération pour commencer ou publier un calendrier ou commencer ce championnat. Mais nous profitons de cette occasion pour dire que le jeudi, nous serons à la fédération, ensemble avec la Linafoot,
Et je crois qu'à l'issue de cette réunion, une décision pourrait sortir pour définir ou déterminer la date de début du championnat. Voilà l'essentiel de notre venue ici. En réalité, nous, clubs, nous n'avons pas ce droit-là d'abord de vous dire, c'est que la FECOFA est en train de réfléchir autour de ça. Mais laissez-nous vous dire que la Linafoot nous a donné une information qui consiste à garder le nombre de 20 clubs. Et elle a proposé ça, elle a parlé avec la FECOFA pour qu'au niveau de la Ligue 1, qu'on maintienne le 20 clubs. C'est-à-dire comme il y a un championnat de la Ligue 2, zone ouest, qui est terminé, et qu'au niveau de la Ligue 1, qui est un club, le dernier, qui descend, et puis la zone ouest, où il y a un club qui a été sacré champion, monte au niveau de la Ligue 1, et on garde les formats de 20 clubs. Mesdames, Messieurs, il est temps de prendre le rappel des principaux titres. Du haut de la tribune des Nations Unies, Félix Tshisekedi a dénoncé la énième agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. Il estime que les conséquences qui s'imposent sur le plan de droit, de la paix et de la sécurité internationale doivent être prises en toute responsabilité par le Conseil de sécurité. Nous avions eu dans ce journal un invité, M. Ferdinand Kambere. Kwamouth, la série des arrestations continue après l'incendie de 3 villages. 7 présumés fauteurs de troubles arrêtés par les éléments des FARDC ce matin sont dans l'attente d'être ramenés à Kinshasa. Et puis Vladimir Poutine a signé ce mercredi un décret de mobilisation partielle des réservistes pour son opération militaire spéciale en Ukraine. Le président russe parle de jeunes en âge de combattre, 300 000 exactement, ouvrant la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine. Restez avec nous pour la lecture transversale du journal. Et les titres des journaux de ce mercredi, c'est avec Jenny Kayembe à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci Arlette Boutella, bonjour à tous. Alors, dans l'actualité, on revient sur le discours du chef de l'État devant la tribune des Nations Unies. Effectivement, comme vous le savez, dans chaque cas, il manque jamais des critiques négatives que positives. En tout cas, le discours du chef de l'État du haut de la tribune de l'ONU a été largement commenté. Si certains l'ont salué, cela n'est pas le cas pour d'autres personnes. Avant de revenir sur les réactions des uns et des autres, prenons d'abord l'article de radiocapi.net qui note du haut de la tribune des Nations Unies, Félix Tshisekedi a soutenu que l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie qui vivent les populations de l'Est ne sont plus discutables. L'heure a sonné de casser à jamais les cycles de violence dans la partie est de la République démocratique du Congo, a-t-il lancé. Pour Jean-Claude Tshilumba, député provincial et cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, repris par ce média en ligne dans un autre article. C'est un discours de qualité qui marque le retour de la RDC sur l'échiquier international. L'autre réaction, c'est celle de Luc Mourambo, activiste de droits de l'homme, repris par KievAvenir.com. Il déplore le fait que le président de la République s'est beaucoup plus apaisanti sur des problèmes du continent africain dans sa globalité, oubliant ceux de son pays. Pour lui, les Congolais doivent prendre leur destin en main et arrêter de continuer à supporter certains dirigeants insoucieux de la population. Le mouvement des indignés en République démocratique du Congo, dans son compte Twitter, préconise la rupture diplomatique, l'expulsion des ambassadeurs, l'activation du front militaire pour récupérer Bunagana au lieu de tout le temps pointer le Rwanda du doigt sans agir parce que son implication dans l'agression du M23 n'est plus discutable. Signalons ici que le sujet de l'agression rwandaise a été ignoré par les dirigeants du monde, notamment les présidents en exercice de l'Union africaine. Macky Sall relate 7 sur 7.cd. L'homme a plutôt évoqué dans son discours les conflits russo-ukrainiens et israélo-palestiniens. Et on termine ces sujets avec la photo de la première dame Denise Nyakero et la femme de Paul Kagame qui fait polémique sur la toile. Il y a par exemple l'artiste musicien King Alech
qui dit, je cite même, une horloge brisée donne 2 fois la bonne heure dans une journée. Maman Denise, il faut parfois mettre la diplomatie des côtés quand la dignité de votre peuple est en jeu. Voilà, on le reconnaît également Alèche comme un des artistes qui... des artistes engagés justement, voilà, qui donnent leur opinion sur les questions aussi politiques que diplomatiques. On revient sur la guerre en Ukraine, la Russie en perte de vitesse face aux Occidentaux. Difficile de répondre à cette question pour l'instant, mais d'après le Monde.fr, l'armée russe flanche face à la contre-offensive éclairée des forces de Kiev. Cette opération a permis à l'Ukraine de repousser l'armée russe jusqu'à la frontière au nord de la ville. Près de 6000 km² ont déjà été libérés selon Volodymyr Zelensky. D'après ce site, les forces russes ont perdu l'équivalent de 3 ou 4 brigades, 4 chars, une centaine de véhicules blindés, 9 systèmes anti-aériens, 2 avions de combat. Elle a même abandonné de très importantes quantités de munitions à Izium. Seul contre tous, Vladimir Poutine accuse l'Occident de vouloir à tout prix détruire son pays. À cet effet, il s'est dit prêt à utiliser tous les moyens de défense pour protéger son pays. Rapporte France24.com, le président russe a annoncé la mobilisation partielle des citoyens en réserve en âge de combattre pour son opération militaire spéciale en Ukraine, renseigne RFI, et la réaction de Washington n'a pas tardé. Il juge la mesure russe des mobilisations partielles d'un signe de faiblesse et de l'échec russe. Washington fustige par ailleurs les référendums d'annexion à la Russie qui seront organisés dans 4 régions ukrainiennes d'ici la fin de cette semaine. Eh bien, on n'a pas fini d'entendre de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. La guerre sera longue et populaire. Eh bien, grand merci à vous, Jenny Kayembe. Merci à vous autant. Merci à vous, les téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. Restez fidèles à Télé 50. L'actualité reste incontinue.